Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Quisqueya, l'île mystérieuse. Marie-Alice Théard, bonsoir. Honneur et bienvenue à Quisqueya, l'île mystérieuse. Respect, Jacqueline. Amis téléspectateurs, merci de me recevoir. Alors, nous sommes ici pour parler de vos 3 livres qui seront en signature vente à la nouvelle édition de Livres en Folie. Mais tout d'abord, parlez-nous de vous, de Marie-Alice Théard. Qui êtes-vous? Marie-Alice Théard vient d'une famille d'écailles. Je suis la petite fille de 2 généraux de la garde, le général Théard et le général Toureau. Et je suis la grand-mère de 7 petits-enfants. La mère de 3 enfants, ce sont mes œuvres d'art abouties. Je suis fille du vent, de la vague et de l'espace. Alors, vous êtes historienne de l'art, entre autres. Oui, je suis d'abord une mère de famille, puis je suis un poète. Oui. Je suis une femme d'écriture. L'écriture, c'est ma raison d'être. C'est ma façon de m'exprimer. C'est ma façon de dire à l'autre que je l'aime, qu'il existe, qu'il est là, que je le vois, que je le sens, que je l'appréhende ou que j'appréhende ses émotions. Oui, je suis une historienne de l'art et je suis également une hôtelière avec une spécialisation en relations publiques. Je m'occupe surtout de manipulation positive et de relations publiques. Je suis également une galériste, une couturière. Si je vous fais un vêtement, vous pouvez le porter à l'envers. Et je suis une secrétaire de direction. Ça a été mon tout premier métier. Et là, ce que je ne sais pas faire, je ne sais pas cuisiner. Je ne sais pas faire cuire un œuf. On ne peut pas tout faire. Non. Alors, vous êtes une historienne de l'art, entre autres. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce qu'est une historienne de l'art? Un historien de l'art, c'est quelqu'un qui étudie les civilisations, c'est quelqu'un qui étudie l'histoire de l'humanité, c'est quelqu'un qui maîtrise la philosophie, qui étudie l'histoire des peuples. C'est ça. Mais un historien de l'art, c'est quelqu'un qui va faire de la critique d'art, et on dit que nous sommes des frustrés. Parce qu'on sait ce qui manque, on voit ce qui manque, on voit ce qu'on aurait dû ajouter, mais on ne sait pas forcément le faire. Alors, est-ce que en Haïti, des jeunes ont cette possibilité d'aller à l'université et de vouloir être historien de l'art? Il y a-t-il cette possibilité? Être historien de l'art demande beaucoup de recherche. Il faut avoir accès à des bibliothèques consistantes et il faut également avoir de bons maîtres. J'ai eu la chance indécente, je dis bien indécente car ça a été un hasard plus que ouais, d'avoir rencontré Michel-Philippe Lerbourg qui dispensait le cours de la Sorbonne à l'Institut français. Nous sommes rentrés à l'Institut français en 82, nous étions un groupe de 70. Et après 8 ans, quand il a fallu avoir le diplôme, nous étions 6. Parce qu'arrivé à l'esthétique, les gens laissaient tomber pour des raisons professionnelles ou pour d'autres raisons. C'est ça. Ce sont des études assez ardues. Et si on n'a pas un amour de l'extase sensorielle, on laisse tomber très vite. Surtout quand il s'agit d'entrer dans la philosophie, on laisse tomber. Et la possibilité d'apprendre ce métier existe en Haïti? Non, l'Institut a arrêté le cours après notre passage parce qu'il n'y avait justement plus de demandes. Et j'aurais aimé solliciter que l'Institut reprenne pareil cours, car il y a un potentiel chez nos jeunes pour ça.
Alors, vous avez déjà 15 livres à votre actif et Oui, vous en sortez 3 à cette nouvelle édition de Livres en folie. Oui, les 3 livres que je sors, les 3 titres les plus récents, m'amènent à 15 publications seules, car il y a pas mal d'autres publications qui sont collectives. Et j'ai également publié 200 et quelques articles sur l'art dans le journal Le Matin, Le Nouvelliste et des journaux à l'étranger. Par exemple, à l'université Trinacria, à Sienne, en Italie, on étudie mes textes. Alors, nous allons commencer par Au pays des doubles, qui est un livre de poèmes et de réflexions véridiques. Oui, c'est de la poésie et des réflexions. Et là, je lis. Il est plaie qui saigne quelque part quand on la touche ou qu'on l'effleure. Fleur de dignité froissée, camarades, compagnons flétris, ayant perdu l'honneur et la mémoire. Je pleure sur ta dépouille comme crie en moi-même la honte de te voir. La cité des doubles sommeil exténué, insupportablement mystique, flagellée, hantée par tant de sang versé, imprévisible, rétive, énigmatique, gardienne de ses mythes séculaires, elle s'amasse sur sa douleur. Provocatrice et fière, elle s'accroche fidèle au seuil de l'Atlantide. Marie-Alice Théard, nous allons revenir à la poésie. Étymologiquement, on dit que la poésie renvoie à la création. Est-ce que vous partagez ce point de vue, puisque la poésie est placée pratiquement dans le domaine de l'art? La poésie, pour moi, est créativité, certes. La poésie est expression du moi intrinsèque. La poésie est thérapie. La poésie est partage. La poésie est lien entre moi et le vis-à-vis, entre le vis-à-vis et moi. Et la poésie, c'est un dialogue intérieur, mais avec l'autre. Et malheureusement, la poésie est considérée comme le parent pauvre de la littérature. La poésie n'est pas prisée par tout un chacun. Et on a tendance à dire que en poésie, c'est la forme qui compte, la musicalité, la beauté des mots choisis. Moi, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas faire cette poésie-là qui parle pour ne rien dire, la poésie abstraite. Oui, ma poésie, elle est avant tout musique parce que j'ai étudié la musicologie avec Guy Scott. Et j'ai eu la chance, petite, d'avoir eu les Scott comme voisins. Et j'ai toujours été sous le piano de Guy. Et devenue adulte, j'ai suivi des cours de musicologie avec Guy. Donc, quand j'écris, il est évident que je vais vers la musique. Mais je n'ai pas cette poésie abstraite dont on parle. Là, par exemple, je parle de mes amis hors du temps. Ils étaient jeunes et beaux, ils sont partis trop tôt. Ils n'auront pas vieilli. Ils ont quitté ces lieux où la haine a fleuri. Ils n'ont pas attendu la fin de nos guerres fratricides. Ils sont tombés sans avoir mûri, laissant leurs racines enfouies dans la terre acide, pour que s'épanouisse notre cher Haïti et que le cerf-volant de Carême mette des couleurs à nos habits de deuil. Ma poésie raconte toujours une histoire. Donc pour moi, la poésie, c'est avant tout le dire. C'est ce que vous vouliez comme réponse ou vous vous attendiez à quelque chose d'autre? Non, c'est parfait. Et vos récits véridiques, est-ce que vous pouvez... Je ne sais pas faire dans le roman. Dans l'imaginaire? Je ne sais pas faire dans le fictif. Je ne sais pas faire dans l'inventé. Je ne crée pas, je dis. Je ne crée pas, je témoigne. Tous mes récits sont des récits véridiques. J'ai écrit 125 histoires insolites qui sont toutes des histoires vraies, dont la majorité a pris naissance dans ma famille. Nous sommes une famille
où on peut tout se dire. Nous sommes une famille de clairvoyants, de voyants, de cartomanciennes, de diseuses de bonne aventure, de tarologues. Et nous lisons les mains, les pieds, on dit l'avenir. Et on a été élevés comme ça. Chez nous, entrer en conversation avec les morts ou avec l'au-delà, c'est chose courante, ça fait partie du quotidien. Il n'y a là rien d'extraordinaire. C'est-à-dire que des amis trop tôt partis viennent nous voir et on cause. Alors, c'est pas paranormal, c'est normal. Je m'infiltre dans cette parenthèse familiale. J'ai lu un texte de vous. Oui. Dédié à votre mère, qui est absolument magnifique. J'ai cru que c'était votre tante parce que dans ce texte, il est question de Alice. Oui, Alice, c'est ma mère terrestre, car ma mère, c'est ma mère du ciel, qui est le troisième personnage de la Trinité qu'on appelle le Saint-Esprit, la Vierge, Notre-Dame, Ursuli. Vous pouvez la Isis, vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est ma mère. Ma mère terrestre, c'est Alice Solan, Théa, qui a été une femme remarquable. Et quand on me dit à qui j'aurais aimé ressembler, je dis que j'aurais aimé être Alice. Et quand on me parle de mes héros, je dis qu'il y a Jésus, qui pour moi était et est encore un héros. Il y a eu Martin Luther King et il y a mon père. Donc c'est ainsi que je vois mes parents. Ce sont des gens qui m'ont élevé avec beaucoup d'amour et qui ont toujours respecté mon libre arbitre. Quand j'avais 3 ans, 4 ans, que je parlais des esprits que je voyais, avec qui je causais, qui venaient jouer avec moi, on ne me demandait pas de me taire. Non, on me croyait. Et quand à 12 ans, j'annonçais à quelqu'un qu'il allait être président d'Haïti, on ne m'a pas dit que c'était de la folie. Et quand plus tard il est devenu justement le président d'Haïti, on a trouvé que c'était chose banale. Alors Alice est quand même le personnage central aussi de votre vie. Ah oui, c'est le personnage qui m'a donné mes repères, mes valeurs morales. C'est ce personnage qui m'a donné le culte du beau. C'est ce personnage qui m'a appris qu'il ne fallait pas être riche économiquement pour être dans l'abondance. Chez moi, il y avait toujours un couvert en plus à notre table parce qu'on attendait un ami, une amie ou un inconnu de passage. Et j'ai toujours pensé autrefois que mes parents étaient riches jusqu'à ce que j'ai compris que nous étions dans la gêne. Mais c'était abondant. Et Alice aimait rire aussi. Alice aimait rire, Alice aimait le beau, Alice cultivait le beau. Il y avait toujours des fleurs dans un vase au salon. Mais on faisait les patates bouillies et la morue, le hareng. À l'époque, c'est ce qui coûtait le moins cher. Mais il y avait la superbe nappe damassée sur la table. Je me rappelle que mon père portait toujours des vêtements en lin blanc. Et j'ai compris fort tard, adolescente, qu'il n'y avait pas autant de pantalons que je croyais. Et maintenant, quand je fais mes séminaires, justement, sur les relations publiques, je dis aux hommes politiques et aux hommes qui occupent les fonctions de la haute finance, il faut vous acheter des chaussettes de même couleur et des costumes de même couleur, adopter des chemises de même couleur, car quand vous avez 6 chemises, on pense que vous en avez des douzaines. Alors, Marie-Alice Théard, pourquoi écrit-on? On écrit parce que l'écriture s'impose à soi. Ceux-là qui sont les putains de l'écriture ont le souffle court. Tout le monde peut sortir un livre, car toute histoire est un roman, toute histoire d'une vie est un roman. Toute biographie, toute autobiographie peut être un livre intéressant. On peut sortir un livre. Mais maintenant, quand on devient adepte de l'écriture, c'est presque un sacerdoce. L'écriture s'impose à soi et on ne peut plus se contenter de ce qu'on appelle le souffle créateur. On ne peut plus se dire, bon, je vais faire de la poésie ou je vais raconter une histoire. Il faut étudier et il faut lire les autres.
il faut lire les maîtres, il faut avoir un vocabulaire adéquat. Et l'une des personnes à m'avoir enrichi le plus, ça a été Franck Etienne, à qui je dois beaucoup. Franck a été mon maître pendant longtemps. Et pendant longtemps, Franck Etienne a travaillé avec moi tous les jours. Et avec Franck, on étudie quasiment le dictionnaire. Car il faut avoir un vocabulaire adéquat pour pouvoir jongler avec les mots, justement les oublier. Car les belles phrases, on ne les fait pas comme ça, à main levée. Alors, quand on écrit, il faut une technique particulière. Quand on n'a pas encore Il faut surtout cette technique de l'écriture, est-ce qu'on peut... Il faut surtout et essentiellement de l'émotion. Il faut la sensibilité et il faut être honnête dans ses sentiments. C'est ça l'essentiel. Le reste, ça vient après, puisque on peut avoir quelqu'un qui fait ce qu'on appelle maintenant la relecture. Il y a des spécialistes de l'édition. L'édition, c'est ça aussi. L'édition, c'est prendre un texte, relire le texte, refaçonner le texte, enlever ce que l'auteur peut croire être la meilleure page qu'il ait jamais écrite. Alors, quand vous écrivez, votre public, il est avec vous. Le public, est-ce que le public existe quand il achète votre livre ou quand il est avec vous dès le commencement de l'œuvre? Ah là, il y a deux volets à votre question qui est une question très pertinente. Et le public. Avant même de penser au public, on ne pense qu'à ce que l'on a besoin d'exprimer. Il y a ce sentiment qui est vôtre et qui brusquement a besoin de devenir public. Public, et ce public peut être juste une personne. Ce public peut être la page blanche ou l'ordinateur, parce que là maintenant on écrit sur l'ordinateur de plus en plus. Il y a un besoin d'exorciser ces démons, il y a un besoin de thérapie, il y a un besoin de se confier, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Car qu'est-ce que c'est qu'un public? Le public, c'est cet ami de moment, c'est l'ami de l'instant, c'est le confident. À qui vous allez vous confier, oui. Oui, c'est le confident. Le public, ce n'est pas l'anonyme, loin de là. Et on lui doit la sincérité. Mon public est mon complice. Et on lui doit la sincérité. Absolument. Absolument, car on sent quand un écrivain n'est pas sincère. Un écrivain peut être excellent au niveau de la forme, et tout de suite on sent qu'il y a de la bêtise ou de l'hypocrisie en quelque part. D'où votre passion pour vos réflexions véridiques. Passion pour mes réflexions, non. Je n'ai pas de passion pour mes réflexions et je n'ai pas de passion pour mes écrits. Mes écrits sont des états d'âme, mes écrits sont les émotions de l'instant. Non, mais je parlais de ces réflexions où vous n'êtes que sincérité avec le public. Bon, je le suis toujours. Peut-être que je suis trop nue, trop crue, mais c'est comme ça. Vous voulez dire, vous avez parlé de passion. L'écriture, ce n'est pas une passion. L'écriture, c'est un état d'esprit. C'est un moment dans une vie. En fait, beaucoup d'écrivains vous diront, et avec raison, que quand on écrit, on n'est plus maître de soi. D'ailleurs, très souvent, on écrit une page et après, on se dit, mais qui a écrit ça? Est-ce que j'ai été assisté? D'où la nécessité de croire en un être supérieur. D'où la nécessité de croire que l'âme existe. Car l'intelligence seule ne peut rendre une page intéressante. Je peux avoir une très belle écriture. Je peux écrire avec élégance. Je peux maîtriser la syntaxe. Là, c'est toujours la forme qui est maîtrisée. Mais quand il s'agit du fond, quand il s'agit de ce souffle-là qui va retenir l'attention de l'autre pour qu'il aime ou qu'il n'aime pas ce que je lui offre, c'est autre chose. Il est nécessaire qu'il y ait cette part de vérité, cette part de soi
Et souvent, les créateurs, qu'ils soient plasticiens ou écrivains, vous disent, mais on écrit dans la douleur. J'ai entendu Jean d'Ormesson, il n'y a pas longtemps, dire qu'il avait toujours de la douleur à écrire. Moi, quand j'écris, j'ai du plaisir. Est-ce que c'est un plaisir douloureux? Je ne saurais le définir, je ne suis pas psychanalyste, mais c'est un accouchement heureux pour moi. Alors cette sincérité, vous l'avez placée dans votre second livre, Yam, qui est une histoire d'amour vécue il y a 3000 ans. Yam. Et vous retrouvez cet homme que vous avez aimé ici à Port-au-Prince. Oui, en fait, Yam pourrait être présenté à mon public comme une histoire d'amour. Disons que c'est une très belle histoire d'amour. Mais j'appréhende Yam différemment. Voilà comment j'appréhende Yam. Je dis que la réincarnation est l'une des croyances les plus anciennes du monde. Il est dit que Platon, Spinoza, Schopenhauer, Napoléon Bonaparte, Henry Ford croient en la réincarnation. Origène, Plotin croient en la réincarnation. C'est un sujet hautement philosophique pour certains, la certitude acquise pour d'autres grâce à une discipline spirituelle. Socrate, qui n'a jamais rien écrit, Socrate parle de l'immortalité de l'âme dans le Phédon. Platon nous dit que Socrate en parle au moment de mourir. Et moi j'ajoute que dans la Bible, il est dit que l'âme est éternelle, l'âme ne meurt pas. Alors, l'âme meurt-elle avec le corps? Ou alors survit-elle au trépas? La migration de cette intelligence spirituelle se fait-elle comme le stipule le livre de la Genèse? La raison n'a plus droit de citer quand deux particules dans l'immense univers se séparent pour se retrouver unies à nouveau après plusieurs vies. On peut alors fouiller sa mémoire à la recherche de connaissances acquises en vain, et l'on se retrouve dans des lieux familiers, faisant des gestes appropriés et comprenant une langue jamais apprise dans la vie actuelle. Comment convaincre les sceptiques quand on ne peut intellectuellement expliquer le phénomène concernant la mémoire non effacée? C'est la vérité ou ce qui en tient lieu. En fait, actuellement, par hypnose et par les moyens scientifiques, on peut remonter jusqu'à ses vies antérieures, ce qu'on appelle le voyage régressif, la régression dans le temps. Ça se fait. En psychanalyse, on le fait pour aider les gens à affronter leurs peurs, à affronter leurs psychoses et les traumatismes qu'ils ont eus dans la petite enfance. Donc, la médecine l'admet. Mais quand il faut remonter le temps vers les vies antérieures, c'est là où le bas blesse. Alors là, on ne peut convaincre personne, puisque c'est tout à fait subjectif. Je ne peux pas venir discuter de philosophie et dire que je vais avoir raison, car en fait, la philosophie, c'est quoi? C'est un questionnement. Chacun a son vécu, chacun a ses convictions. Ce qui est vrai pour moi peut ne pas l'être pour vous. Tout à fait. Maintenant, Yam, j'ai connu Yam il y a plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, dans l'ancienne Égypte. Et j'ai décrit le village où nous avons vécu. Et il s'est trouvé que là, en Haïti, non seulement j'ai rencontré à nouveau Yam, mais j'ai retrouvé la fille que nous avons eue à l'époque. Vous l'avez retrouvée à Port-au-Prince. Ici, à Port-au-Prince. Et j'ai retrouvé d'autres gens qui ont vécu dans le même village et qui ont vécu ce même voyage régressif. Ce qu'il y a d'original dans mon livre, c'est que, contrairement à ce qui se passe d'habitude, vous pouvez faire un voyage régressif, oui. Mais l'originalité de mon livre, c'est que je ne suis pas la seule à avoir fait ce voyage. D'autres protagonistes ont fait le même voyage. C'est-à-dire que Yam et moi, nous nous sommes retrouvés, nous avons repris notre relation d'amour là où nous l'avions laissée. Et quand Yam et moi on s'est rencontrés, j'ai eu la sensation de rentrer chez moi. Il n'y avait pas de surprise, il n'y avait pas de tâtonnement. Je le connaissais, j'ai reconnu son odeur, sa peau, son corps.
Physiquement, il n'avait pas changé. La première chose que j'ai remarqué, ça a été ses pieds. C'était les mêmes pieds. Alors, il est très bien écrit, très facile à lire. Alors, si le plaisir a été très fort de retrouver Yam, Ce ne fut pas un plaisir. Est-ce que quelque Ça part... a été et ça l'est encore un bonheur. Car le plaisir est éphémère. Mais le bonheur, c'est immense. Ça va au-delà du plaisir. Alors, le bonheur de le retrouver, mais dans le livre, je sens quand même des petites douleurs quand il ne peut pas venir. Je sens la femme amoureuse. C'est une évidence. C'est une évidence car on parle de réalité actuelle. Dans le livre, nous sommes sur deux mondes. Il y a le monde régressif, le monde d'avant que je retrouve, et il y a la réalité. Mais palpable, quand allez-vous lui dire la vérité? Parce que dans le livre, Yam ne sait pas qu'il a été votre amoureux dans une vie passée. Oh si, il le sait. Et il va le savoir, car Yam va me confier son propre voyage régressif tout en ne sachant pas que j'avais fait le même. Heureusement que je m'étais confiée à des amis avant. Alors Yam n'est pas... on a pu comparer les deux témoignages. Yam n'est pas en Haïti. Est-ce qu'il vous manque? Est-ce qu'il faut que je réponde à cette question? Oui, sous le... Je préfère dire autre chose. Je dis que le plaisir est le bonheur des fous et le bonheur est le plaisir des sages. C'est Jules Barbet d'Aurevilly qui dit ça. Alors très certainement, tout au fond de votre être, quelque part, vous attendez son retour. Mon bonheur, ma joie, se trouve dans le prolongement du souffle de Yam. Mais on peut vivre une histoire d'amour l'espace de 6 mois et ça peut remplir une vie. Tout à fait. Mais si vous voulez connaître la fin de l'histoire, il faut acheter le Absolument. livre, il faut me lire. Absolument. Alors je l'ai lu, je conseille aux téléspectateurs de faire la même chose. Alors nous allons passer à votre 3e livre. Et avant, je veux vous dire que l'amour, c'est le seul point d'ancrage. Il faut vraiment aimer. Il ne faut pas s'empêcher d'aimer. Quand vous aimez, laissez-vous aller parce que ce sont des moments d'éternité. Alors parlez-nous, très souvent, nous lisons qu'il est recommandé d'aimer inconditionnellement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment est-ce que vous comprenez cela, l'amour inconditionnel? Et on dit que dans le rêve, il existe le meilleur. Et dans la réalité, il peut exister ce qui est encore meilleur que le rêve. Alors il faut vivre votre réalité. Pourquoi vous restreindre? Pourquoi ne pas laisser aller tout ce que vous avez comme inhibition et vous laisser aimer et aimer? Il faut aimer totalement et sans arrière-pensée. Il faut donner le maximum. Malheureusement, ce qui arrive souvent, c'est qu'on évolue et l'autre, le partenaire, n'a pas atteint le même niveau de conscience que vous. Donc, quand vous offrez ces amours-là, l'autre ne comprend pas. Parce qu'il a une âme qui n'est pas assez vieille. Donc, on ne connaît pas l'osmose. D'où la nécessité, quand on rencontre son autre moitié d'orange, de se laisser aller. Yam est définitivement votre moitié? Il faut lire le livre. Je ne répondrai pas à ça. Et cependant, ce que je vous dirais, c'est que les vents de sable balayent les larmes des amants séparés et exhument des limbes les émotions de moments de totale reconnaissance de l'autre. Malgré toutes ces vies d'absence, c'est la vérité ou ce qui en tient lieu. L'amour de Yam a traversé des vies pour venir vers moi. Yam m'a cherché et je l'ai retrouvé. Ça, c'est la seule vérité. Est-ce qu'il faut Pour le reste, il faut lire le livre. Alors dites-moi, est-ce qu'il faut
vouloir remonter à des vies passées pour mieux se comprendre et mieux aborder l'avenir. Parce que quelque part, la nature, enfin je dis la nature, nous empêche d'avoir ces souvenirs de vie passée. C'est sans doute pour des raisons bien précises, non? Non. On disait autrefois qu'on passait par l'été, L-E-T-H-E. C'est là où on faisait la lessive de la mémoire. Alors, certaines âmes ont échappé à cette fameuse lessive à l'été. Mais je ne peux pas dire que c'est une blague, mais je ne peux pas non plus dire que ce soit une vérité. Ce que je dirais, c'est que les enfants en très bas âge, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous sortent des choses qui paraissent inconcevables. Alors on dit, mais arrête, tais-toi, Toujours. tu radotes, va jouer. Va jouer. Au lieu de les écouter. Et au fur et à mesure que l'intellect se développe et qu'on emmagasine des données de l'intellect, on laisse de côté cette sensibilité ou cette hypersensibilité qui nous permet d'être réceptifs à ces zones énergétiques du cosmos. Et on passe à côté. Donc, plus vous devenez intellectuel, moins vous êtes sensible. Par exemple, Napoléon Bonaparte disait qu'il était convaincu d'être Charlemagne ou d'avoir été Charlemagne dans le temps. Mais quand je lis l'histoire de Charlemagne et que je la compare à celle de Napoléon Bonaparte, effectivement, il y a des ressemblances étonnantes. Quand Einstein dit qu'il sait que beaucoup de ses trouvailles ne lui appartenaient pas, je comprends. Je comprends. Et de plus en plus, vous verrez des scientifiques croire non seulement à l'existence d'un être supérieur, à l'existence de Dieu, mais croire à la renaissance. Et quand vous prenez les chrétiens, les premiers chrétiens, jusqu'au VIe siècle, on croyait à la renaissance. C'était une chose acquise, c'était une chose normale. On a refusé Jésus parce qu'on attendait le retour d'Élie. Et dans la Bible, il y a eu des renaissances. Effectivement, Jésus a été le seul ressuscité par lui-même. Mais qu'est-ce que vous faites de la résurrection de Lazare et de tant d'autres dans la Bible? Quand Constantin a fondé la ville de Constantinople et qu'il a fait de la chrétienté la religion officielle, il était courant de dire que celui-là était un réincarné. C'est quand ils ont eu ce fameux concile auquel le pape lui-même n'a pas accepté de participer, qu'on a commencé à défendre aux chrétiens de répéter que la réincarnation pouvait être une chose réelle. Bon, là, je ne vais pas mettre sur la sellette la religion catholique ou une autre religion, car je ne veux parler d'aucun dogme ni de religion. Je parle de spiritualité et je parle d'évolution de l'âme. Et je pense qu'il est arrivé à tout un chacun de se rappeler de choses insondables, de faits incompréhensibles ou de comprendre une langue que l'on n'a jamais apprise, ou de reconnaître des lieux où on n'est jamais allé auparavant. Il y a des gens qui se reconnaissent sans savoir pourquoi. Dans ma famille, mon frère, ma soeur, nous étions frères et sœurs dans une autre vie. Alors que notre autre frère que nous aimons beaucoup est un étranger. C'est la première fois que nous le connaissons dans cette vie. Alors que les deux autres, je les reconnais. Vous les avez retrouvés. Mais ça, c'est ma vérité. Je ne peux pas demander à quelqu'un de me croire. Bien sûr. Car je n'ai rien pour défendre cette thèse, si ce n'est un témoignage de ma vérité propre. Tout à fait. Alors, nous allons passer à votre troisième œuvre en signature ventre à Livre en Folie. Il s'agit de Zéro tolérance. Sous le gouvernement Lavalas, il y a eu
à la radio cette étonnante nouvelle qui disait « Ne vous inquiétez plus, chers auditeurs, vous allez pouvoir sortir librement, les rues seront sécurisées et sécurisantes, il n'y aura plus de zinglendo, plus de chimères, car on va nettoyer la ville. » Alors là, la police recevait un certain nombre de sacs en plastique pour nettoyer cette ville chaque soir. Et chaque soir, on exécutait des asociaux, des délinquants. Et quand le quota n'était pas atteint, on prenait 2 ou 3 étudiants qui passaient sur le champ de Mars ou n'importe qui était dans le voisinage. Et alors, mon fils sortait de l'hôtel Plaza accompagné d'une amie jamaïcaine. Il s'est fait attraper par cette horde qui était censée nettoyer la ville, ces hommes de bien. Et c'est cette histoire que je raconte. Quand on m'a fait savoir qu'il avait été exécuté, j'ai réclamé son cadavre. Et il fallait que l'on me rende le cadavre pour que les funérailles aient lieu. Car c'était le 28 juin de cette année-là, 2001. Et dans les jours qui suivaient, au mois de juillet, à la mi-juillet, je devais marier mon autre fils. Donc il fallait que les funérailles aient lieu avant. Donc j'ai compris. Oui, mais la mère que vous étiez, la mère que vous êtes, n'a pas senti cette mort. C'est pour cette raison que vous êtes parti dans ce labyrinthe à la recherche de votre fils. Non, ce livre est dédié à toutes les mères. Et ce livre est spécialement dédié à toutes ces mères qui ont vécu ce que l'on appelle le calvaire des toxicomanes. On parle souvent des toxicomanes, mais on ne parle pas des parents et de toxicomanes. Et ce livre leur est dédié. Et ce livre parle également de cette peur viscérale qui traverse les avenues de notre société. Cette peur qui nous empêche de dire nos vérités ou de réclamer ce qui sont nos droits. Et mon droit, c'était de réclamer le cadavre de mon fils. Et j'ai fait les institutions d'État, la police, les hôpitaux, les charniers, car nous avons des charniers en Haïti. On parle de Titan-1, mais Titan-1 n'est pas le seul endroit, c'est pas la seule fosse commune. Il y en a d'autres. À l'époque, il n'y avait pas de rapport écrit de ce nettoyage, donc chaque nuit, il fallait déverser ces cadavres dans un charnier différent, car ces sacs que l'on donnait à ces messieurs, car nos amis étrangers donnaient des sacs pour nettoyer la ville, mais ces sacs servaient pour mettre les marchandises qu'on appelait les pépés. Donc, ces exécutés étaient jetés pêle-mêle dans les charniers. Donc, il me fallait visiter les charniers pour chercher mon fils, dans lequel charnier il se trouvait. Et j'ai affronté mes peurs, oui. La peur, je connais, la peur viscérale, je sais ce que c'est, et je l'ai affrontée. Et car pour moi, l'indignité, c'est cette chose-là que je refuse. Et je pense que je ne suis pas une héroïne, car bien d'autres parents se sont trouvés dans le même cas. Celui-là qui a effacé mon livre le dit en quelque part. Et je vous lis la préface du livre. Il dit « Le langage est direct et précis. L'écriture est rapide, brève, serrée, ne retenant que l'essentiel, se pliant toujours au rythme du drame avec sous-jacente une poésie tenace, parfois pesante et amère. Le drame se construit d'éclat en éclat, imperturbable, jouant sur les non-dits, allant de culbute en culbute, culminant dans les silences lourds et quasi hermétiques. Ainsi, le texte se lit comme un roman fantastique et imprégné de chaque démarche. On hésite, on doute, on croit à l'orchestration d'une imagination en délire, ou plutôt à un cauchemar aveugle et persistant, où le fantastique côtoie le macabre. Pourtant, il ne s'agit ni d'un conte ni d'un roman. La part de fiction est mince, pour ne point dire inexistante, car si étonnant que cela puisse paraître, il s'agit d'un témoignage d'une histoire vécue. Histoire d'une mère qui hurle sa détresse tout en refusant de faire taire l'espoir. Histoire d'une mère qui se bat pour sauver ce qui pourrait rester de son fils. Un courage qui se refuse à l'échec ou plutôt s'en nourrit.
pour rebondir, qui définit les mensonges, les promesses illusoires, les attitudes méprisantes, l'insulte menaçante même. Et ce fils victime de toute une suite d'incompréhensions. Ce fils révélé, n'arrivant pas à asseoir sa révolte pour en faire une source d'épanouissement, en devenant au contraire un prisonnier et s'y s'en laisse détruire. Ce monde pervers, ubuesque, pour ceux-là qui le voient de loin, pour ceux-là qui sont immédiatement concernés, c'est pourtant un monde, celui qu'avec notre complicité, nous ont taillé l'égoïsme, l'ambition, sous profession doctrinale mensongère de ceux-là en qui nous avons eu confiance, nous avons vu des sauveurs quand ce n'étaient des messies. Et cette personne qui a écrit ce texte pour moi, c'est le docteur Michel-Philippe Lerbourg, qui est également un historien de l'art, et qui s'est retrouvé dans le même cas. Et lui, pour qu'on lui remette le cadavre de son neveu, il avait dû promettre de se taire. Moi, je n'ai pas voulu me taire. Alors, ces 3 livres seront disponibles? Ces 3 livres seront en signature vente à Livre en Folie au comptoir de communication. Alors, l'avènement de l'audiovisuel n'empêche pas la création. En témoigne cette longue liste de livres qui seront disponibles. À peu près 135 titres, je crois, seront en signature vente. Et il y aura plus de 1000 titres en vente. Voilà la liste. Nous sommes très prolifiques, nous autres créateurs haïtiens. Bien que l'on dise que nous soyons un pays d'illettrés, mais nous ne sommes pas un peuple sans culture. C'est un peuple hautement cultivé. Évidemment, il y a des livres qui sont moins intéressants que d'autres. Il y a des livres d'une originalité marquante et palpable. Il y a des livres précieux. Et je crois qu'il y a très peu de récits véridiques. Je pense être la seule à avoir des récits véridiques. Mais c'est la fête de la poésie cette année. Alors il y a beaucoup de poésie. Et je ne sais si je peux prendre la liberté d'inviter vos téléspectateurs à acheter cette poésie car elle est belle. J'en ai côtoyé pas mal et elles sont de toute beauté, ces poésies. Il y a beaucoup de musicalité, beaucoup d'élégance du style et beaucoup de spontanéité dans ces écrits-là. Alors, pour aider des gens à venir à l'écriture, vous organisez à la galerie le samedi des séances d'écriture avec Gary Victor. On a des ateliers d'écriture. Et j'invite également les gens à venir, car c'est pas quand on est écrivain qu'on vient à un atelier d'écriture. On vient à un atelier d'écriture justement, non seulement pour rencontrer des écrivains, pour écrire soi-même, se laisser aller, car très souvent, ce qu'on peut accoucher comme bêtise peut être des perles, et des perles de grande valeur. Alors, à quoi reconnaissez-vous dans ces écrits qui ne sont que des gestes, sans structure, sans technique? À quoi pouvez-vous reconnaître le futur écrivain? Je vais répondre par autre chose. Je prends un exemple, non pas dans l'écriture, mais dans la musique. Tout le monde apprécie le boléro de Ravel. Ravel est très prisé. Pourtant, dans le temps, Ravel fut méprisé. Car la critique a pensé que cela n'avait aucune valeur. Baudelaire, de son temps, eh bien, c'était pas quelqu'un qui pouvait être à l'Académie française. Non. Pourtant, les Fleurs du Mal ont été publiées, rééditées, rééditées, rééditées et rééditées. Donc là, la critique est très mauvaise conseillère. Moi, je me méfie de la critique. Je fais beaucoup confiance à l'émotion. Et je me dis que quand vous réagissez face à une page ou à une œuvre d'art quelconque, cela veut dire qu'elle vaut la peine qu'on la retienne. Que ce soit en littérature,
en art plastique, en art scénique, il faut s'arrêter. Alors, car on s'est trompé souvent. Ceux-là qui sont en avant-scène, ceux-là qui occupent le devant de la scène, ceux-là que l'on applaudit parce qu'ils ont un nom. Il arrive un moment où on achète un nom, ne sont pas forcément les meilleurs. Car il y a une chose que la création vous apprend, c'est l'humilité. Quand on est grandiloquent, quand on arrive avec son moi exacerbé et qu'on devient hypertrophié du moi, eh bien, on cesse d'être créateur. On est un excellent technicien. alors vous donnez rendez-vous à tous ceux qui sentent cette pulsion, cette attirance vers l'écriture, de vous rejoindre le samedi. C'est une maîtresse à qui il faut faire confiance. Laissez-vous aller, entrez en concubinage avec elle, faites des compromissions, faites des compromis, et laissez-vous asservir, car c'est une servilité heureuse. Moi, je ne me vois pas sans l'écriture. Je ne saurais vivre sans écriture. Ce fut un plaisir Mais de c'est un vous plaisir avoir à partagé. Kiské, l'île mystérieuse. Et nous prenons rendez-vous à la foire du livre. Ah oui. pour, Ah oui, surtout, il faut prendre rendez-vous, il faut venir rencontrer les auteurs, il faut venir me rencontrer, je fais un peu de publicité pour moi, il ne suffit pas de me lire, il faut venir m'écouter, échanger avec moi. Alors les téléspectateurs seront très certainement très présents à Livre en Folie cette année, une fois de plus. Je vous remercie de m'avoir accordé ce moment d'antenne, de m'avoir fait confiance pour cette interview. Je remercie les téléspectateurs d'avoir passé ce moment avec nous. Et à vous, Marie-Alice Théard, je dis respect. Le plaisir est mien, amis téléspectateurs, respect. En mon nom, je vous remercie, Jacqueline. Merci. Je vous garde. Merci, vous aussi, merci.